Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une update lecture de tout ce que j'ai lu pendant les 3 premiers mois de cette année. Parce qu'il faut pas se mentir, j'ai passé un plutôt bon mois de janvier, et ensuite février et mars sont arrivés, et j'ai eu l'impression d'être sous l'eau, genre de m'être pris une énorme vague, et là, juste début avril, de faire ah, je sais nager en fait. Mais en fait, juste la vie, le fait de transitionner d'un boulot à un autre, tout ça, de préparer un déménagement parce que je déménage de cette chambre. J'emménage dans un appart plus permanent, on va dire, sur Rennes, et donc c'est trop chouette. Mais aussi, en fait, j'ai jamais fait ça, de déménager dans la même ville. D'habitude, quand je déménage, c'est dans un autre pays, dans un autre continent. Et au mois d'avril, j'espère que je vais avoir le temps, l'énergie, l'espace mental de lire. Voilà, j'ai hâte. Mais en tout cas, je voulais vous parler quand même de tout ce que j'ai lu depuis le début de l'année parce qu'il y a eu des sacrées bonnes lectures. Majoritairement en janvier. Et depuis 2 mois, c'est la merde, mais bon, on va en parler tout de suite. Le livre avec lequel j'ai entamé le mois de janvier, il s'agit du Silence des repentis de Kimi Cunningham Grant. Cooper du coup est le père, Finch c'est sa fille, et ils vivent dans les bois, voilà, dans cette petite cabane un peu perdue au milieu de rien. Et en fait ils vivent en autarcie depuis 8 ans. On comprend très vite que en fait Cooper potentiellement est recherché pour quelque chose. Est-ce que ça a un rapport avec sa fille? Est-ce qu'ils ont dû se cacher? Est-ce qu'ils sont recherchés eux deux? Et en fait on est dans une espèce un peu de tension comme ça tout au long du livre, où ils sont dans cette cabane mais il y a des choses potentiellement qui se passent autour dans la forêt. Et en fait, quand je vous dis ça, ça donne super envie, mais je trouve que l'ambiance n'était pas assez poussée, en fait c'était pas assez glauque pour moi tout simplement. Non, il n'y avait pas, je sais pas, assez de mystère, etc. C'était très lent, assez joli, mais en fait j'en retiens pas grand chose. Je sais pas, j'ai mis fini le 8 janvier de belles descriptions de forêt enneigée et une relation père-fille maîtrisée. Je le trouve quand même assez oubliable, on aurait pu creuser le côté policier horreur. Voilà, I stand by what I said. J'ai enchaîné avec une des vidéos que j'avais le plus envie de faire et du coup je suis trop contente d'avoir pu la sortir, même si elle a pas forcément eu le retentissement que j'avais espéré. Mais du coup j'ai lu les livres préférés des booktubeurs et booktubeuses de 2022, et dedans il y avait 2 livres dont j'ai envie de vous parler qui sont donc Piranesi et Babel. Pour Piranesi, je l'ai fini le 16 janvier, j'étais juste bluffée. J'avais eu beaucoup de mal à rentrer dedans la première fois que j'ai essayé de le lire, et là c'est passé comme une lettre à la poste. Les 70 premières pages, il faut un peu accepter le fait d'être un peu perdu, d'être dans cette espèce de description un peu lente, un peu mélancolique, avec ce personnage qui sait pas grand chose, et du coup on est au même niveau que le personnage, et donc un peu perdu. Mais en fait direct, au bout de la 70e page, bam, il se passe quelque chose qui du coup nous accroche pour le reste, et qui fait que c'est un sacré coup de cœur. Une histoire hyper prenante avec différentes strates, différentes couches, avec un petit peu de Dark Academia, un narrateur à qui on peut pas vraiment faire confiance pour des raisons XY, des considérations philosophiques, et en fait c'était tout ce que j'aime en général, donc j'étais trop contente de lire. Et en plus j'étais là, j'ai enfin réussi à le lire. Après l'avoir mis dans 15 pales différentes pendant des années, j'ai réussi à le lire, et donc je suis trop contente. Ensuite j'ai lu Babel de R.F. Kuang, qui pareil était une lecture que j'avais très envie de faire depuis très longtemps, et je ne m'étais juste pas posée pour le faire. Et là du coup au mois de janvier j'étais sans emploi, au chômage, et donc c'était pour ça que j'ai eu le temps de lire ces énormes briques qui maintenant je les regarde, je fais waouh, heureusement que je les ai lues à ce moment là. On avait des thèmes anti-impérialistes, on avait le thème de la famille les amis qui deviennent une espèce de famille choisie. On avait critique du colonialisme lié aux langues, du coup, sachant que j'ai été prof de langue avant, ça m'intéressait de toute façon ces considérations autour des langues, parce que dans Babel, oui, j'ai oublié de vous dire ce que c'était, j'ai pas dit non plus que c'était Piranesi, mais voilà, moins vous en saviez, mieux vous portez, en gros, avant de commencer le livre. Voilà, laissez un peu de mystère. Mais en tout cas, pour Babel, on est sur le personnage de Robin, qui va intégrer l'université d'Oxford, mais pas n'importe laquelle, l'université de Babel, du coup, qui est une université de langue, où du coup la traduction est un pouvoir magique aussi, une espèce d'alchimie un peu. Et du coup on a besoin des personnes comme Robin, qui sont des personnes racisées, qui viennent d'autres pays, d'autres continents, pour pouvoir continuer à faire vivre les langues, parce que les langues mortes par exemple n'ont plus autant de poids, etc. Donc tous les académiciens oxfordiens qui du coup ont appris le latin, le grec, etc. En fait c'est plus très utile, et maintenant les langues utiles sont celles qui sont parlées par Robin et ses amis, qui n'ont le droit d'être à l'université d'Oxford que parce qu'ils sont à Babel en fait, et ils auraient jamais eu le droit
d'être étudiant en fait s'ils avaient voulu étudier autre chose. Donc évidemment déjà dès le début on a cette base de bah vous êtes là, on vous fait un peu une faveur donc vous êtes un peu à notre service. Et voilà, et R.F. Kuang, elle l'avait déjà exploré dans toutes ses autres œuvres, mais voilà, elle critique le colonialisme, elle a une pensée anti-impérialiste, tout ça, qui est hyper intéressante et qui est nécessaire. Donc je vous recommande de le lire, absolument. Là, on arrive dans mon livre préféré de l'année pour l'instant, et toujours le mois de janvier, hein, on est resté au mois de janvier pour l'instant. C'est In the Dream House de Carmen Maria Machado. J'avais très envie de le lire depuis très longtemps et je sais pas ce qui me retenait. Là j'ai une copine qui me l'a prêté et c'est maîtrisé de bout en bout. C'est incroyablement poétique, incroyablement beau. C'est hyper puissant. En fait c'est le mémoire de Carmen Maria Machado qui a été dans une relation toxique, abusive et violente avec une femme et qui a fait tout un mémoire autour de cette dream house, autour de cette maison. Et du coup c'est vraiment structuré de manière assez intéressante puisqu'on rentre dans la maison, on fait différentes pièces et du coup elle nous raconte des choses différentes et aussi toute la symbolique de la maison. Et elle a totalement maîtrisé son sujet avec une prose très poétique alors que c'est un sujet difficile. Et voilà, j'admettrais que vraiment ça m'a énormément touchée. C'était intéressant aussi d'avoir toute cette discussion autour du fait que de parler des violences qui se font entre femmes dans les relations LGBTQ+, en fait du coup il y a cette peur de desservir la cause, de dire, de donner des billes à des personnes qui déjà veulent pas nous donner de droits, veulent pas qu'on existe, tout ça. Et là c'était hyper cool d'avoir cet endroit pour pouvoir exprimer tout ça et pour qu'elle puisse développer totalement sa pensée et qu'elle puisse se sentir libre aussi de parler de la violence conjugale dans une relation entre deux femmes. Et ouais, trop bien, trop bien. Franchement, je vous le recommande à 15 000%. Ensuite, on est arrivé au mois de février et j'ai un peu commencé à galérer au niveau de ce que je lisais. Je me suis pris pas mal de livres de cette petite collection de 404 Inklings et j'ai notamment lu BFFs, The Radical Potential of Female Friendships de Anahit Behrouz. Et donc c'est un tout petit essai d'une centaine de pages que j'ai, je dois vous avouer que je l'ai pas mal annoté, j'ai fait j'ai surligné des petits passages, tout ça, sur les relations d'amitié particulièrement entre femmes en fait, pourquoi c'est important, pourquoi c'est un lieu d'expression important, pourquoi en théorie dans nos vies, surtout si ces femmes sont hétérosexuelles, pourquoi il faudrait qu'elles continuent à graviter autour d'autres femmes, etc. Et j'ai envie de l'offrir à toutes les meufs de mon entourage. J'aurais préféré avoir un livre complet sur le sujet, même si du coup l'essai était quand même assez percutant, c'est celui que j'ai préféré de tous ceux que j'ai lus de cette petite collection. Mais en même temps, je voulais en avoir plus. J'ai aussi lu Now Go on Grief and Studio Ghibli. Donc j'ai pas grand chose à en dire à part que c'est un essai vraiment intéressant sur la figure du deuil dans les films Studio Ghibli. Si c'est une thématique qui vous intéresse, je vous recommande de le lire. J'ai lu aussi The Appendix qui pareil est un essai sur le fait d'être transmasculine au UK en ce moment et dans les dernières années. Et voilà, et au début l'auteur avait essayé de faire une compilation de trucs horriblement transphobes qu'il trouvait et finalement ça l'a tellement déprimé qu'il s'est dit non mais je vais faire un essai plutôt sur la joie d'être trans. Et j'étais là en mode oui, je pense que psychologiquement c'est mieux pour toi parce que il y a quand même pas mal de passages où il parle de toute la transphobie qu'il subit et j'étais là en mode je le savais, hein, voilà, c'est pas comme si j'étais surprise, mais quand même, t'es là, tu fais oh non, mais mon pauvre quoi, genre STP, arrêtez de faire ça. J'ai aussi lu The Came to Slay, The Queer Culture of D&D, donc ça parle de Donjons et Dragons et pourquoi c'est cool pour les personnes queer de faire du Donjons et Dragons, voilà, tout simplement, faire du roleplay, tout ça. J'ai trouvé que l'essai était pas hyper poussé en fait, sachant que je commence à m'y connaître entre guillemets, gros guillemets. Elle est de plus en plus introduite au monde du JDR, donc jeu de rôle pour les personnes qui ne savent pas, et Donjons et Dragons et tout ça. Moi je suis plutôt du côté héros et dragons qui a été instigé, pas instigé mais popularisé récemment par Roll & Play, du coup qui est une émission où des copains qui s'avèrent tous être comédiens se retrouvent pour faire du JDR. J'aime trop faire cette introduction, c'est trop bien.
Donc voilà, j'avais très envie de lire ça parce que évidemment je m'intéresse de plus en plus au JDR, on en reparlera peut-être dans une autre vidéo, mais voilà, c'est un truc qui me plaît de plus en plus, je fais une campagne actuellement, tout ça. C'est très chouette. Et du coup j'ai trouvé que l'essai était pas... m'apprenait pas grand chose en fait. Voilà. Et poussait pas la réflexion, à part dire oui c'est queer parce qu'en fait tu peux jouer les personnes que tu veux et c'est un endroit où tu peux explorer différents genres, différentes orientations sexuelles. Par exemple, ça peut t'aider en fait à admettre ou à accepter des choses par rapport à toi, à les explorer avant de les explorer dans le monde réel, etc. Je suis en mode oui, mais ça en fait ça fait 2 pages et le reste j'étais en mode j'ai l'impression que 100 pages c'était pas hyper utile et pas aussi percutant que si ça avait été un peu plus court. J'ai lu Chez soi de Mona Chollet parce que ça faisait longtemps que je voulais le lire et vu que j'étais déjà en train de réfléchir à déménager et que c'était une envie que j'avais vraiment d'avoir mon espace à moi, j'ai beaucoup aimé lire certaines parties de Chez soi qui étaient assez percutantes où Mona Chollet parlait du fait que voilà, on nous survend presque le fait évidemment d'un jour potentiellement être propriétaire, de se sentir chez soi, etc. Mais que dans la conjoncture actuelle des choses, de ce que voilà, notre gouvernement fait, tout ça, des décisions qui sont prises, en fait c'est pas forcément des aspirations auxquelles, qu'on peut tous avoir en fait, tout simplement, qui sont réalistes pour tout le monde, et ça peut être hyper difficile justement d'être dans cette précarité de logement, tout ça, enfin voilà, ça parlait, la partie qui parlait de ça a été pour moi la plus intéressante et celle où j'étais là en mode ok, où j'avais envie, voilà, j'allais voir mes colocs, je leur lisais des passages en mode regarde, écoute ça, c'est trop intéressant. Mona Chollet, je sais qu'elle a été pas mal critiquée, qu'elle est pas totalement hyper inclusive, donc c'est pour ça que je mets des pincettes. En tout cas dans Chez soi, ça se voyait peut-être moins que dans Sorcière par exemple, ça m'a quand même donné de quoi réfléchir. Vraiment, j'étais pas dans une super lancée de lecture, donc je me suis dit il faut de la romance là. Il faut de la romance et il faut de la romance historique. Et donc j'ai lu 2 trucs qui étaient quand même assez cool. Même si je pense pas qu'ils seront dans mon top de meilleurs trucs de l'année, quoique un des 2 peut-être. J'ai lu ma queen, Mimi Matthews. J'ai lu The Siren of Sussex, du coup la sirène du Sussex, ça dit comme ça c'est vraiment moche, de Mimi Matthews, où on est sur une jeune femme qui est envoyée chez son oncle à Londres pour faire une saison, pour essayer de trouver un mari riche, pour sauver toute sa famille, hein, on a l'habitude. Et du coup elle se dit j'ai pas grand chose pour moi, hein, il faut pas se mentir, je suis assez réaliste, j'ai pas grand chose pour moi, à part que je suis une cavalière hors pair. Donc je vais demander à un tailleur qui fait en gros qui habille les courtisanes un petit peu de la cour et qui leur fait des outfits vraiment très jolis, très originaux, etc. Je vais aller le voir et je vais lui demander de me faire des outfits de ouf pour me promener à cheval dans Hyde Park, etc. pour que je sois remarquée de cette manière-là, parce que de toute façon aucune chance que je sois remarquée autrement. Ça a mis du temps à se mettre en place, franchement j'étais là en mode c'était pas ouf, et finalement ensuite une fois que c'était parti j'étais là, allez évidemment on a des personnages hyper intéressants parce que le tailleur en fait est un tailleur qui vient d'Inde de base et qui du coup se fait potentiellement exploité par ses associés, puis surtout subit du racisme. On lui demande est-ce que vous connaissez un tel, ah bah pourtant il est indien, comment ça vous connaissez pas tous, enfin il y a des moments assez justement qui paraissent presque anecdotiques mais qui en fait c'est juste le quotidien de quelqu'un qui subit le racisme ordinaire en fait, qui existe encore maintenant hein, mais là ça se passe au 19e. Et évidemment au fur et à mesure ils vont tomber amoureux l'un de l'autre et avoir une super belle relation, mais bien sûr le fait est que c'est une jeune femme blanche plutôt j'allais dire de la classe moyenne, ça n'existe pas à l'époque, mais en fait voilà, de la petite bourgeoisie, de la gentry comme on dit, et lui c'est un working man, un tailleur qui en plus est racisé, enfin voilà, donc c'est assez compliqué, et je trouve que Mimi Matthews s'en sort plutôt bien et arrive à naviguer ces aspects de la relation, inhérents à la relation, de manière assez délicate. Donc c'était plutôt chouette. Voilà. C'est pas ma romance préférée de Mimi Matthews, mais ça fait le taf. C'est cool. J'ai lu Lettre à D de André Gorz, je crois. Et je ne l'ai déjà plus parce que vraiment c'est le fail de cette année. Je l'ai vu passer dans plusieurs vidéos, je crois que c'était Paper Palace qui en avait parlé. Je l'ai vu peut-être passer chez Cornelius aussi potentiellement. Et alors ils avaient dit que c'était hyper émouvant. Je m'imaginais que c'était une lettre vraiment à sa femme qui retraçait toute leur histoire et qui disait à quel point il l'aimait.
Et bon bah du coup j'ai pas vraiment eu ça. J'ai trouvé qu'il était très auto-centré, genre en fait j'étais en mode bah... Et que ça se concentrait beaucoup sur leur rencontre aussi quand ils étaient jeunes, et qu'on passait complètement sur leur vieillesse, sur le fait de vieillir à deux, enfin c'était pas autant au centre, enfin vraiment les 2 tiers du livre, même 3 quarts, c'était sur un truc complètement différent que ce que je pensais. C'est peut-être aussi une question d'attente, voilà. Mais j'ai pas trouvé ça particulièrement romantique, j'ai pas trouvé ça particulièrement émouvant. J'ai peut-être un cœur de pierre, j'en sais rien. Pourtant d'habitude je pleure assez facilement. Mais là vraiment, je suis arrivée à la fin du livre, je me suis dit... Bah, j'ai pas l'impression que c'était une lettre d'amour à ta femme, j'ai l'impression que c'était vraiment genre... Enfin, tu t'as parlé de toi quoi. Pour la Saint-Valentin avec ma coloc, on a décidé de faire une sorte de Calendise où on est allé boire un café ensemble, faire voilà, un petit salon de thé, petit café, et on est allé s'acheter chacune un livre pour la Saint-Valentin, pour l'échanger, le choisir, etc. Et donc c'était cool, c'était le fait, bah, enfin chacune on avait un budget pour l'autre, mais c'était le fait de choisir et de se dire ok ça pourrait lui plaire, ça, etc. Et du coup elle m'a choisi A Marvelous Light de Freya Marks. Et évidemment elle avait raison parce que c'était totalement ma came. On va avoir de la magie, on va avoir du domestic manners un peu, on est au 19e siècle, on tombe sur 2 jeunes hommes qui de base sont pas hyper fans l'un de l'autre, qui vont être obligés de travailler ensemble parce que l'un, enfin en gros ce sont 2 agents de liaison qui font la liaison justement entre le monde normal de l'Angleterre édouardienne, etc. et le monde magique qui cohabite mais qui évidemment est plutôt caché. Ils vont devoir enquêter sur quelque chose ensemble et finalement ils vont se rendre compte qu'ils ont des sentiments l'un pour l'autre. Mais même plus que ça, ils vont se rendre compte de pas mal de choses sur eux-mêmes. Vous savez que c'est un peu ce que j'aime dans les romans, c'est quand il n'y a pas que ça, quand cette relation qui aussi les aide à passer à autre chose dans d'autres domaines de leur vie et à se rendre compte que bah, ils ont de la valeur, etc. Qu'ils font, ce sont des personnes assez chouettes qui méritent de vivre et qui méritent leur place dans ce monde, tout ça. Si vous cherchez un truc plutôt seulement mignon, c'est pas que mignon, c'est un peu steamy aussi et j'étais plutôt contente parce que soyons sérieux, moi j'aime bien ça, donc voilà, j'étais hyper contente et je trouve qu'il est très très chouette. Voilà, donc je vous le recommande, il est fort sympathique. Il me reste seulement 2 livres, je travaille dans un théâtre. Voilà. Du coup, j'ai lu Grand-peur et misère du Troisième Reich de Bertolt Brecht, histoire un peu de savoir de quoi il en retourne, de quoi on allait parler et tout. Et j'ai été agréablement surprise parce que je lis très peu de théâtre, surtout je lis très peu de théâtre allemand des années 30. Et en fait, j'ai trouvé ça plutôt chouette. C'est en fait l'idée de Brecht, c'était de montrer le climat de suspicion et de peur, grand-peur et misère, que les Allemands ont subi entre l'arrivée d'Hitler au pouvoir en 1933 et le moment où il déclare la guerre en 1939. En fait, ça s'intéresse à l'avant-guerre en Allemagne. Qu'est-ce qu'en pensent les gens, quelles sont leurs relations avec les SS, les SA, tout ça. Des gens qui ont voté pour Hitler, en fait, qui se retrouvent à subir les conséquences de ce qui se passe, de son accession au pouvoir. Et puis aussi... Enfin, comment la justice fonctionne, comment le corps médical fonctionne, qu'est-ce qui se passe pour les couples allemands et juifs, enfin les couples mixtes. C'était hyper intéressant. Voilà, c'est vraiment assez intéressant. J'ai hâte de voir ce qui va être fait sur scène, comment ça va être réinterprété avec notre sensibilité actuelle. Mais voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas lu de théâtre et c'était plutôt chouette. Et on finit sur un livre que j'ai eu du mal à lire. Oh là là, c'était compliqué. Et en fait, au bout d'une 70 pages, pareil, d'être là en mode allez vas-y on mouline mais il faut y aller, enfin essaye de le finir. J'ai hésité à l'abandonner, je l'ai pas fait, j'étais plutôt contente de ne pas le faire parce que ça a été une bonne découverte finalement. C'est Beautiful World, Where Are You de Sally Rooney. Donc j'ai lu maintenant les 3 œuvres de Sally Rooney. Je suis très contente. Sally Rooney qui est une autrice irlandaise qui a écrit Normal People notamment, qui a aussi écrit Conversation entre amis. On va suivre 4 personnages et vraiment le problème c'était qu'il y en avait plusieurs que je détestais du plus profond de mon âme et donc c'est pour ça que j'ai eu du mal à rentrer dedans et en fait je les trouvais tous imbuvables. Et après je me suis souvenue que c'était un peu la patte de Sally Rooney et que dans Conversation entre amis aussi il y a des personnages imbuvables, dans Normal People il y a aussi des personnages imbuvables et que c'est un peu sa patte. Elle est vraiment en mode je vais vous présenter des personnages imbuvables et vous allez quand même finir par vous attacher et vous allez quand même vous retrouver dans
dans ce qu'il nous raconte. Et donc on suit Alice qui est autrice, Félix qui travaille dans une usine et elle va lui demander, en gros ils vont avoir un date Tinder qui va pas hyper bien se passer mais ils vont continuer à avoir une espèce de relation un peu bizarre et elle va lui demander d'aller à Rome avec elle et tout. Et en parallèle, il y a Aileen qui est du coup sa meilleure amie qui vit à Dublin, qui vient de se séparer d'un gars. Déjà elle est déprimée, hein, voilà, c'était quand même son partenaire depuis 4-5 ans, et ils viennent de se séparer et du coup bah, elle a dû prendre une coloc de merde où la moitié de son salaire passe dedans, etc. Elle retombe un peu dans les bras de Simon, qu'elle connaît depuis son enfance et avec qui vraiment, je vous assure que pendant tout le livre, vous allez vous taper la tête comme ça en disant vous êtes objectivement amoureux l'un de l'autre. S'il vous plaît, faites quelque chose. En gros, on va les suivre tous les quatre, faire leur petite vie et naviguer la trentaine, en gros, parce que c'est ce que ça dit, genre, ils sont encore jeunes, mais la vie les rattrape. T'es là en mode, je suis un peu, je vais avoir 27 ans, donc je commence à être dans cette période et au début, autant j'ai trouvé imbuvable, au bout d'un moment j'étais là, aïe aïe aïe, je me retrouve trop en eux, c'est pas possible, est-ce que je suis imbuvable aussi? C'est probable. Je vais juste vous lire, je crois que c'était la phrase qui m'a fait me dire ok je peux pas abandonner la lecture. En gros c'est Aileen et Alice qui se parlent par mail, qui s'échangent des longs mails en fait, c'est assez cool, et qui parlent de plein d'autres trucs et pas seulement juste de leur relation ou de romance ou de quoi que ce soit, mais qui parlent de plein d'autres sujets et ça fait plaisir aussi. Et du coup ça dit in that case we are standing in the last lighted room before the darkness bearing witness to something. Page 94, et là j'ai dit, parce qu'en fait je passais mon temps à me plaindre à tout le monde en mode je déteste ce livre, j'y arrive pas machin, et là j'ai lu cette phrase et j'étais là en mode bah en fait je suis obligée de continuer à lire parce que Sally Rooney elle est venue et elle m'a dit regarde c'est incroyable ce que j'écris, et j'étais là ouais c'est vrai, elle est en train de faire quelque chose, elle est en train de me retourner le cerveau, elle y arrive, je vais finir par aimer ce livre. Et c'est vrai que j'ai fini par l'annoter mais de tous les côtés. On est enfin arrivé à la fin de cette vidéo qui est extrêmement longue parce qu'en fait j'ai quand même lu 14 livres en ce début d'année. La meuf non mais j'ai pas beaucoup lu et tout, elle a quand même lu 14 livres, voilà. Pour moi c'est pas assez mais bah en fait il faut là de faire le bilan. Je me dis ok j'ai eu le mois de février où vraiment j'ai fait un bout comme ça, oui c'est... j'ai pas lu grand chose d'intéressant, enfin ou qui m'a vraiment happé, et en fait là je suis un peu je commence à remonter, voilà. J'espère vous sortir une autre vidéo bientôt sur un peu un plan que j'ai pour lire à fond en avril-mai, ouais en avril-mai on va dire. C'est pas une palle de printemps, c'est un truc, c'est un challenge un peu plus contextuel et actuel pour moi, vous allez très vite comprendre, voilà je vous fais du teasing mais en fait je sais même pas quand sort cette vidéo, elle est même pas encore tournée. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez, et je vous retrouve très vite pour parler à nouveau de livres. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu ces 3 derniers mois, voilà c'est ça que j'avais oublié de dire. N'hésitez pas à me dire tout ça et en fait on se voit bientôt.